6 mois des prochains scrutins ici en République démocratique du Congo, les partis et le regroupement politique peaufinent des stratégies afin de soumettre leur offre politique à la population qui va devoir les départager. La coalition des démocrates, membres de l'Union sacrée, n'est pas en reste. La CODE affiche clairement ses ambitions, entre autres celle de faire réélire Félix Tshisekedi à la tête du pays, mais également avoir un grand nombre de députés. Mais la CODE propose également une série de réformes qu'elle estime importantes pour l'émergence et le développement du pays. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette émission qui reçoit pour vous Maître Bouanga. Madame. Bonjour. Bien le bonjour. Je ne me rappelle même plus de la dernière fois qu'on s'est vu. Une éternité. Une éternité. Oui. Dans l'autre temps, qu'est-ce que vous êtes devenu? Toujours avocat à la cour d'essence professionnelle et membre du cabinet du ministre du Commerce extérieur, où je gère les organismes sous tutelle. Et à part ça, je suis évidemment de corps et d'âme membre du CDER, dont je suis l'un des fondateurs et au cadre du parti. Et dans ce contexte-là, nous sommes une des forces substantielles de la mosaïque de partis et personnalités qui aujourd'hui tiennent à la réélection du chef de l'État dans le cadre d'un regroupement politique qui se nomme la CODE, comme vous le savez, donc la coalition des démocrates, et qui tient à rafler le maximum de sièges pour conforter une position majoritaire au sein des institutions électives et donner au président de la République l'essentiel de la projection de sa vision pour le développement. Alors, on va essayer de savoir pourquoi vous tenez. Est-ce que le chef de l'État aura assez de chance pour rafler ce deuxième mandat? Est-ce que vous arriverez quand même à rafler les sièges dont vous avez besoin pour notamment impulser vos réformes? Mais parlez-nous un peu de la CODE. Vous avez dit c'est une sorte de mosaïque, plusieurs partis politiques. Moi, j'étais là lors de la présentation officielle de cette CODE un peu new look. C'est quoi la particularité de cette CODE, la différence entre la CODE et d'autres regroupements politiques? La CODE a repris l'essentiel de ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire un regroupement politique qui a des objectifs précis. Il y a entre autres celle première que je vous ai citée, que je vous ai reprise en termes de but immédiat, c'est-à-dire la réélection du président de la République, mais elle est refaite cette fois sur base d'un accroissement quantitatif en termes d'acteurs. Nous avons de très grands partis politiques et des acteurs de très haut rang, tels que Maître Moutiri, que vous devez connaître, un député brillant et ministre. Nous avons des gouverneurs, nous avons l'ancien ministre du budget. Je ne fais pas un débat de personnes, je vous fais un retour de valeurs personnalisées et structurées dans le cadre et des partis politiques et des personnes qui valent autour de ce nouvel attirail qui veut prendre sa forme et qui veut nous conduire vers des objectifs précis comme celui que je vous ai mis en exergue, c'est-à-dire la réélection du président de la République. Au-delà de la quantité, il y a une qualité des personnalités, en tout cas des personnalités qui incarnent soit des partis politiques, soit elles-mêmes aussi. Donc il y a un accent assez particulier que vous avez mis sur ça. Il y a de l'épaisseur dans ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai dit que c'est un attelage qui a toute sa valeur et qui d'ailleurs aujourd'hui ne vous donnera pas de doute autour de l'ancrage effectif des acteurs dont le positionnement n'est pas à redire dans les espaces électoraux à occuper pour engranger le maximum de suffrages dans l'intérêt de ce que nous poursuivons. Il y a d'un côté la CODE, puisqu'on va parler de la réélection du président de la République, l'un des objectifs que vous poursuivez. Il y a la CODE d'un côté, il y a l'Union sacrée de l'autre. Comment ça se passe entre cette plateforme et ces méga plateformes? La symbiose n'est pas à dire, elle a toute, comme on dit, toute la valeur de son évidence. Nous sommes membres de l'Union sacrée, non seulement en tant que parti CDER, mais encore dans le cadre de la CODE. Nous faisons partie intégrante de ce mécanisme actif pour l'intérêt du revêtement de la nation et nous faisons
comme on dit, corps avec ce projet de refondation du Congo que porte le chef de l'État dans l'ensemble de sa mission et pour lequel il s'est engagé avec plusieurs d'entre nous autour de lui, ainsi que l'ensemble des Congolais qui se retrouvent de par les représentants qui sont au sein des institutions, au sein de l'arène politique et en qui ils ont confiance pour que nous puissions mener à bien cette procession. Parlons maintenant de cette réélection. L'un des objectifs de Félix Tshisekedi, l'un des objectifs que vous êtes fixés. On connaît quand même un peu les raisons pourquoi vous allez élire Félix Tshisekedi, pourquoi votre président ou votre coordonnateur, président du CDR, coordonnateur de la Côte, Jean-Lucien Boussa, peut élire le président, normal, 5 ans, 4 ans, quelques années qu'il est là en tant que ministre. Mais pourquoi la population doit à nouveau faire confiance à Félix Tshisekedi? Bien, je crois que le président de la République a repris entre comment dirais-je, ses approches et finalement la matérialisation de sa vision, l'ensemble des préoccupations de la population. Il est arrivé à la tête du pays et il fait un travail de restructuration, un travail de parachèvement aussi de ce qui avait été jeté comme base. Aujourd'hui, nous avions, par exemple, dans les acquis juridiques, une constitution qui, pourquoi pas, devrait être revalorisée ou revisitée par des schémas de réforme intelligents. C'est peut-être pas tout de suite, mais un travail est fait et le chef de l'État nous aide à nous fixer sur une volonté de reconstruire l'État, une volonté de relever la nation. Je crois que son action à ce jour nous a permis de nous arrimer à nouveau sur de nouveaux prédicats de développement et de contact avec d'autres acteurs internationaux. Ça nous aide aujourd'hui. Quand je comptabilise, par exemple, son dernier voyage en Chine, je me dis que c'est un apport majeur parce que le pays... Sur la forme, quand même. Non, madame, écoutez, la question de la chanson du fond et de la forme, oui. Elle peut s'entendre... On a vu la Chine mettre le paquet. Elle peut s'entendre sur des notes, mais la vraie portée doit se fixer sur des clés vraies. Si la clé de sol pour nous, c'est un débat véritable avec la Chine sur des fondamentaux de collaboration et de développement ensemble, avec un regard partagé, au regard de nos poids respectifs d'engagement, ça nous arrange. Je crois que l'approche du président de la République sur les réformes essentielles, ou bien sur la revisitation des prédicats de base qui assurent que notre contrat avec la Chine, dans le sens, quand je parle d'un contrat, c'est-à-dire notre coopération, puisse s'asseoir sur, comme on dit, les dividendes partagés. Chacun le tiendra comme il l'entend par rapport à l'approche de développement qu'il veut pour son pays. Vous êtes au cadre du CDR, mais vous êtes également, vous l'avez été tout à l'heure, membre, vous êtes dans le cabinet, en tout cas, du ministre du Commerce extérieur. Dans le cadre de votre secteur, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif du président de la République? Bien, madame, nous sommes allés même au-delà des frontières en accompagnant le président de la République dans le cadre de la ZLECAf, qui a été un projet de très haute valeur pour l'ensemble du continent et qui aujourd'hui a sa mise en œuvre plus qu'effective. Et la RDC... La contestation, elle continue par rapport à la ZLECAf. Il y a une Vous passez outre... Il y a une construction progressive de ce travail. L'Union européenne, par exemple, était un ensemble qui s'est bâti au fur et à mesure. C'est parti de la commission de 1957 du charbon avec l'Allemagne, la France et d'autres pays d'Europe. Donc, c'est pas en un jour que Rome se bâtit. Et je pense que ce travail qui a été fait et qui a été une concrétisation dans le cadre des missions et du mandat qu'a eu le chef de l'État à la tête de l'Union africaine, je crois qu'il n'y a rien à dire. Il y a énormément de réformes qui ont été opérées dans le cadre du commerce. Aujourd'hui, vous avez la remise en état de la question sur la FICIN. Nous avons plusieurs autres réalisations pour lesquelles nous pourrons avoir une émission à part entière. Mais notre bataille d'aujourd'hui, c'est la focalisation autour de ce débat du jour qu'est la tenue des élections. Et c'est un des déterminants
qui pourront aider le pays à entrer véritablement dans sa phase de développement dès lors que nous avons des institutions fiables. Oh, ok, on va parler quand même de ces élections, mais également des réformes que vous, en tant que code, proposiez, peut-être après, à mettre en pratique après les élections. Mais c'est pas chaque jour qu'on se retrouve en face d'un conseil du ministre. Vous avez tout à l'heure parlé de la Chine. Je crois que c'est le premier partenaire commercial de la RDC, la Chine. Là, je Comment on pense, est arrivé à capitaliser au niveau du commerce extérieur cette relation, cette coopération avec la Chine, par exemple? non, mais elle est tenue dans le cadre des projections du gouvernement et de son programme. Et je pense que le chef de l'État est lui-même la substance redynamisante de cet aspect des choses. Et d'ailleurs, je crois que lorsque vous parlez de la Chine, ben, c'est un indicateur, je ne dirais pas universel, mais mondial pour la plupart des partenaires qui font corps avec elle dans des schémas de développement précis et des intérêts partagés. Parlons des élections, on va parler des réformes que vous comptez impulser après les élections, mais on parle d'abord des élections. D'abord, il faut que ça ait lieu. Est-ce qu'on aura des élections? Madame, c'est une certitude imparable. Je crois que les contingences qui accompagnent les regards des uns des autres sur une volonté de voir le système, comment le processus électoral atteindre ses fins, est respectable. Moi, je pense que tout acteur doit exprimer ses opinions et cela se fait. Mais ces élections, nous en avons besoin. Elles sont consubstantielles au développement de la République. Mais est-ce que ça doit avoir au lieu futur à de l'état l'État actuel du pays où vous avez une partie de l'Est qui est occupée, où vous avez des problèmes d'insécurité dans le Kwamouth ou dans l'ouest du pays? Est-ce qu'à l'état actuel de la République, du pays, devons-nous impérativement avoir des Ce élections? n'est pas une situation souhaitée, mais je crois que lorsque l'on remonte le temps, on a toujours eu des élections avec des poches de territoires occupés pour lesquels on a trouvé des voies pour remédier à cette situation et continuer à y travailler après que les institutions aient été mises en place lorsqu'elles sont issues des élections. Ce ne sera pas la première fois. Nous l'avions en 2006, nous l'avions en 2018. J'espère bien On normalise un peu la situation. En disant cela, l'on y travaille, l'on ne normalise pas. vous avez parlé de 2006, je vous ai dit que je ne minimisais pas ce besoin d'avoir le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des limites du territoire. Mais face à cette réalité, qu'est-ce que nous faisons? Nous reportons les élections? Non. Nous continuons la bataille pour que ces territoires soient libérés et que l'effectivité de la gestion de l'ensemble des terres de ce Congo soit sous la gestion de nouvelles institutions qui seront issues des urnes. L'élection au détriment de la sécurité, de l'intégrité du pays. C'est votre approche. L'élection, avant tout, c'est une question. C'est votre approche. Je vous l'ai redit encore une fois que ce n'était pas ce regard-là que nous avions autour du chef de l'État. Et je pense que sa volonté, c'est de voir ce pays se relever. Il y travaille, mais l'on va se fixer en nous engageant sur ce processus. Et je crois qu'on pourra avoir une issue heureuse et l'on pourra parachever le processus pour relever le pays. C'est là la bataille pour nous. Et reconquérir les territoires qui sont occupés aujourd'hui est une donne qui s'impose. Elle est sacro-sainte et notre armée y travaille. Armée que je félicite parce qu'elle est en train de se refaire, elle est en train de se resubstantialiser sous le leadership du président de la République et nous ne sommes pas en reste pour voir que petit à petit elle est en train de se relever, elle est en train de se refaire. Regardez bien et vous aurez une lecture précise de cette volonté de bien tenir le Congo sous son leadership. La volonté apparemment elle suffit pas. Madame, il faut bien plus que de la volonté. Bien dans la vie, rien ne suffit. Tous les jours, on a quelque chose à bâtir, on a quelque chose à gagner et on a toujours de nouveaux défis à relever. Du côté de l'opposition, on dit, en tout cas une frange de l'opposition, là je parle par exemple du FCC, on dit il faut faire une sorte de tabula rasa par rapport à ce processus électoral, tout reprendre à zéro, recomposition de la CENI, révisiter la loi électorale, la répartition, le projet sur la répartition des sièges qui est déjà sous examen, il faut aussi le refaire. Donc tout est à refaire par rapport au processus électoral, sinon on risque d'avoir encore une fois de plus des élections bâclées. Les contestations relèvent, comme je vous ai dit, de la conception de chacun
Et sous cette approche conceptuelle et analytique, je crains que les réalités du terrain soient en avance sur cette façon de lire les événements. Nous avons des électeurs, nous avons une loi sur la répartition des sièges, nous sommes en projection vers la tenue des élections. De corrompu, un fichier qualifié de corrompu, une répartition des sièges basée sur un fichier corrompu. Je vous ai dit que c'était des opinions, et ces opinions sont respectées. Certains donnent des faits et avancent vraiment. Madame, vous savez, à la fin, c'est la fin des choses qui justifie toute démarche. Hein. En toute chose, il faut considérer la fin. Et c'est cette fin-là. Pas la manière, pas la méthode. La méthode, il faut la réadapter aux exigences de l'environnement. Il ne faut pas rester sur des tabloïds figés qui ne rapportent rien. D'ailleurs, des vieilles recettes, vous m'excuserez que je ne méprise pas, mais pour lesquelles j'ai été moi-même cuisinier à l'époque. Finalement, je crois qu'on a eu des élections, on a un chef d'État et nous allons vers ces prédicats qui n'ont de nécessité que le besoin de voir la République reprendre son épaisseur et devenir un État fiable. Un État fiable. En attendant, on fait comment, surtout par rapport à certains, au-delà de décrier le fichier électoral, la répartition de sièges, en tout cas, de décrier tout le processus électoral, on remet même en cause les libertés. On a vu avec les dernières marches de l'opposition. L'opposition ne peut pas se mouvoir comme il se veut. Vous venez tout à l'heure de dire que vous faisiez partie de cette ancienne opposition. Ce sont les vieilles méthodes que vous avez ramenées ici, au fait, au pouvoir. Non, madame, vous avez fait du recyclage. Non, je crains que vous ne mêliez un tout petit peu les pinceaux sur la question, parce que je vous ai dit, les libertés s'exercent dans le cadre de la loi. J'ai souvenance que lorsque nous faisions ces lignes-là à l'époque, nous étions respectueux de la loi. Et c'est pas le cas maintenant. Non, je crains que la lecture que vous faites de cet aspect soit peut-être en biais par rapport à la loi. Je pense que le premier fondamental sur la question, c'est qui a respecté la loi et qui ne l'a pas respectée. Est-ce que la loi n'a pas, l'opposition n'a pas respecté quelle loi du pays? Je ne peux l'affirmer parce qu'il n'y a qu'un juge qui peut le transiger. Mais c'est sur base de quoi vous dites que la loi n'a pas été respectée, liberté d'expression, au regard de la Constitution, par exemple? Je n'ai pas dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que les lois doivent être respectées, et c'est dans les limites de leur exercice que le juge apprécie, que les instances compétentes apprécient lorsqu'elles sont saisies. Et chaque acteur a cette liberté de le faire. Chaque acteur a cette liberté. Donc il y a la problématique de la sécurité, vous avez dit c'est pas un problème, on l'a toujours fait. La problématique des libertés, des mouvements, d'expression des uns et des autres, vous dites c'est une appréciation que les uns et les autres devront faire. On parle de la situation financière. Des voix se lèvent pour dire que le gouvernement, dont vous faites partie d'une certaine manière, n'est pas capable de financer jusqu'au bout le processus électoral. Mais ceux qui le disent, je pense que il n'a pas assez mobilisé, hein. Non, je pense que ceux qui le disent doivent tenir compte de tous les paramètres qui accompagnent ce processus. Et ils ne sont pas étrangers à la question, puisque la plupart d'entre eux sont dans les institutions électives et ils savent comment gérer ou contrôler les institutions. Ils en ont le pouvoir. Il n'y a pas que ces acteurs-là, il y en a plusieurs autres. Donc, il y a des vecteurs et externes et internes qui accompagnent la situation de gestion du processus. Et je pense que nous ne nous écarterons pas des fondamentaux et des classiques en matière de tenue des élections. Il y a toujours eu des contestations. Vous pensez qu'on a les moyens de J'aurais voulu finir, madame. Il y a toujours eu des contestations. Mais je vous ai dit, la clé, c'est que tout se règle dans le cadre de l'exercice des droits et des devoirs de chacun. C'est tout. C'est la meilleure façon de faire et ça permettra que l'on ait un débat interne et contradictoire et contributif pour que la République puisse trouver son compte dans son fonctionnement comme on l'attendrait et qui serait probablement utile aux avantages de chacun de nous en tant que citoyens. Mais est-ce que la République a le moyen de financer ces élections? Je l'affirme, madame. Nous avons combien d'étapes franchies à ce jour? Vous n'avez pas votre carte d'électeur? Vous l'avez? Ah bah tiens, vous n'avez pas une carte d'électeur. Les questions, c'est moi qui le pose. Ne vous attendez pas à ce que je vous réponde. D'accord, alors je m'assure que vous avez votre carte d'électeur parce que vous n'avez pas de réponse pour moi.
Il suffit d'avoir une carte d'électeur pour parler. C'est une des étapes du processus. C'est une des étapes du processus. Alors, il s'entend que ce processus est en marche. Ce processus est en marche. Je le disais au début de cette émission, on va parler certainement élections, mais on va parler des réformes parce que vous êtes bien prétentieuse au niveau de la CODE. Vous ne voyez pas que les élections, vous voyez même déjà au-delà des élections 2024, vous imaginez déjà en train de mettre en place une série de réformes. On va en discuter rapidement dans le cadre de cette émission. La CODE, par exemple, dit que vous comptez apporter d'abord une réforme au sein de l'Union sacrée. Là, j'ai entendu de la bouche de votre coordonnateur, il dit après les élections, il faudrait bien penser à réformer l'Union sacrée. Comment et pourquoi et comment? Nous avons c'est vrai, une conception de gouvernance basée sur une approche, comme je vous ai dit, totalement réformiste, parce que nous pensons d'ailleurs que pour corriger la plupart des faiblesses que vous avez évoquées ici sur certains aspects liés à la gestion de l'État, qu'il faille plutôt changer les grands paradigmes qui assoiront les réformes nécessaires qui nous permettront de perfectionner cette approche de gestion de la République. Pourquoi? Parce que nous pensons que les réformes peuvent nous aider à recadrer l'action de l'État dans le meilleur intérêt des Congolais. Entre autres réformes, je pense que nous avions voulu que, pour plus tard, par exemple, que la CENI puisse être revisitée, parce que c'est généralement le générateur du reste. On va parler de la CENI. J'aurais voulu commencer par là. J'ai bien énuméré quand même. Sinon je ne suis pas aligné sur une nomenclature de réforme. Sinon, moi, je suis aligné quand même. J'ai bien élaboré. Je sais que je commence par l'Union sacrée. Après, on parlera de réforme institutionnelle. Non, mais l'Union sacrée, je voudrais qu'on en parle à la fin. Parce que nous aurons d'abord eu le cas. Je crois que c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui ai le cahier de charge de l'émission. Qu'à cela ne tienne. Souffrez, qu'on puisse suivre un peu. Alors, si vous voulez ma réponse, j'aborderai la question de l'Union sacrée à la fin. Ok, dites ça peut-être, et espérons que j'aurai posé la même question. Parce que c'est l'outil par lequel les réformes seront en mouvement. Ouais, ça pouvait constituer. Raison pour laquelle je voudrais en parler à la fin. J'aime mieux commencer par les propositions de réforme de la CODE, parce qu'elles seront contributives aux grandes réformes que pourrait initier l'Union sacrée. On commence par, peut-être par la CENI. Vous avez dit qu'il faut mettre en place un service non, il faudrait d'abord, sous un abord logistique, séparer la CENI du poids de ses missions. Il ne faut pas qu'elle s'écarte de ses missions. Elle est surchargée. Les appels d'offres à gérer. Non, si elle se concentre sur ses missions et que nous avons par exemple une structure entitaire étatique organisée telle qu'un établissement public qui s'occupera de la logistique et qui sera redevable tant devant responsable tant devant le Parlement que le gouvernement, on aura au moins un autre établissement de plus, de trop, diront certains. D'utilité, madame. De nécessité. Mais c'est comme ça que tout se Le processus électoral a souvent été faible et elle poula sous le coup des pressions en termes de position de chaque acteur politique, raison pour laquelle il faut l'alléger et lui donner un peu plus de ressort dans une approche de séparation de la gestion de sa logistique avec l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Mais vous avez d'un côté le ministère de l'Intérieur qui peut se charger de ça, mais dans l'autre temps, vous pouvez avoir une structure au sein même du ministère du Plan qui peut également venir prêter main forte à la CENI. Pourquoi créer un autre établissement? Qu'à cela ne tienne, ce serait peut-être un peu plus efficient en attendant qu'on aborde les réformes sous cette forme-là, parce que généralement ailleurs en mission... En attendant, chez nous, deviennent pérennes. Non, la CENI, c'était pour un temps. On a un très grand territoire, et je crois qu'à ce stade, on devrait peut-être avoir des approches très pragmatiques de réforme. Elles doivent être de nécessité, elles doivent être de réponse, et non de structuration immédiate, parce que ça risque d'être très lourd en termes de prise en charge sur le plan de la dépense publique, ça peut peser. Donc, on préfère
une solution pragmatique d'abord, le temps que les grandes réformes arrivent. N'oubliez pas que le Congo est en train de se relever pendant que nous faisons ces choses. Ça, c'est encore une des grandes missions à tenir. Donc, c'est une réforme provisoire. Elle n'est pas provisoire, elle est adaptative par rapport aux besoins qui se présentent et pour donner de l'efficience à l'action de la CENI. Autre réforme, alors celle-là, elle est carrément provisoire parce que vous l'avez mentionné, c'est un moratoire par rapport aux élections urbaines, municipales et locales. 10 ans de moratoire avant qu'on ne puisse organiser. Lorsque vous parlez de 10 ans de moratoire, vous catégorisez et fixez le temps. Non, notre bataille n'est pas celle-là. Nous expliquons que comment dirais-je, la tenue des élections urbaines et municipales, lorsque vous avez une lecture en vous reprojetant sur le temps en arrière, mais regardez bien, on a un grand problème, c'est sur le plan technique de sa réalisation. Ce n'est pas aisé. N'oubliez pas que nous venons d'une décentralisation d'État qui à peine commence à se doter d'assemblées provinciales qui se battent. On avait déjà un souci pour bien asseoir le cadre des contentieux électoraux. Ça a été pratiquement difficile. Donc, les provinces se construisant, il n'est pas évident que la question d'un municipal. Mais j'ai un regard sur ça, parce que vous savez, on a hérité de la structuration municipale par rapport à la taille des pays colonisateurs. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on essaie de les adapter aux exigences de notre environnement. Qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres réformes. Ça, c'est un peu mon regard personnel. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Okay. On change la Constitution? Non, j'aurais voulu finir. La Constitution, ce sera la formalisation de ce que nous aurons impulsé comme volonté de changement dans le cadre de cette structure. Mais seulement, on se dit, madame, regardez l'opératibilité sur la question. Ce n'est pas aisé. Comment est-ce qu'on pourra avoir des assemblées municipales pendant que déjà les assemblées provinciales doivent se mettre en état pour être un peu plus porteuses? Voilà la difficulté. Avec quelle infrastructure? Raison de plus, je vous l'ai dit, il y a des questions infrastructurelles, des questions d'organisation, des questions d'opérationnalisation. Je pense que si l'on postpose et on renvoie, regardez bien, c'est depuis 2006 qu'on n'a jamais pu tenir ces élections. On n'a jamais pu les tenir. Alors, restons sur ce qui peut nous aider, d'abord à ce stade-ci, à nous remettre sur orbite, raison pour laquelle, plus tard, on pourra toujours envisager quel est le modélisme le plus adéquat qui puisse garantir la tenue de ce type d'élection. Et d'ailleurs, sur le plan, je vous ai dit, de la dépense publique, c'est un poids énorme à ce stade-ci. Point énorme, mais qui prend la décision? C'est au niveau de l'Assemblée nationale, du Parlement, pour dire, parce que là c'est constitutionnel, avoir des élections. Ça va de soi. Ok, on l'a jamais organisé, mais c'est constitutionnel. Ce sont les législateurs qui vont transiger sur la question. Il n'y a que. Mais à l'étape actuelle ou à l'étape. Mais le budget alloué à ces élections viendra de quoi? De l'Assemblée nationale à l'état actuel de jeu. Est-ce que c'est l'autorité budgétaire qu'on doit écarter officiellement la tenue des élections? On sera incapable. On ne va pas les écarter, on va les postposer. On les renvoie à plus tard. En tout cas, on ne va pas les organiser cette année. On ne pourra pas s'en démarquer parce qu'elles font partie de la structuration de la territorialité ainsi que de la gestion de l'État sur le plan de sa fonctionnalité en termes de province, en termes de ceci. Mais la clé, c'est qu'en ce moment-ci, nous ne pouvons pas régler cette question. C'est une réalité. Et la CENI doit peut-être être vraie et dire qu'on ne sera pas en mesure d'organiser ces élections. Bon, je ne peux pas assumer la comptabilité de sa position sur la question. Moi, je me dis que la Code l'exhorte à avoir un regard sur ce besoin. Avoir un regard, mais un problème à la fois technique, mais politique. La Code, elle est du côté politique. Qu'est-ce qu'elle compte faire, justement? Mais elle a mis sa proposition sur la table. Là, je vous parle de nos réformes. Ça, vous l'avez mis devant la presse, mais c'est quoi la prochaine étape par rapport à cette proposition? D'autant plus que nous allons vers les élections. La question viendra, et je vous ai dit que c'est de l'apanage de la CENI de prendre position. Notre part à nous, c'est d'apporter une contribution sur des questions essentielles. Et nous venons de la soumettre en termes de réforme. Mais pour nous, c'est à apprécier tant par les législateurs que par la CENI. Autre réforme que vous soumettez, qui reste à apprécier par différents partenaires de la sphère politique congolaise, c'est que la Code dit par exemple qu'il faut que le gouverneur devait être nommé par le président et non être élu. Mais ça y est, c'est
10 pas en arrière, là, quoi. Non, c'est pas dit pas en Recentrer arrière. tout le pouvoir autour du Non, président de la non, République. non, je ne pense pas. Alors que parce certains demandent une démocratie directe, carrément. c'est une réforme qui se fixe sur l'avenir. Pourquoi? Parce que nous estimons que lorsque la politique du gouverneur doit émaner de celle du chef de l'État, parce qu'il est son représentant en province, il ne s'entend pas que l'on puisse... Ça n'a jamais été constitutionnel, cette histoire de Nous représentant savons... en province. Hein? Non, il applique une politique... c'est vrai, aligné, mais il n'a jamais été... Comment ce ne serait pas constitutionnel? Le gouverneur est le représentant du président de la République en province. Ça, c'est ce qu'on a voulu faire croire quand pas même. Faire croire, c'est bien... justement inciter le président à... C'est très bien repris dans les textes juridiques. Okay. Le gouverneur est le représentant du président de la République en province. C'est d'essence constitutionnelle, madame. Ça, c'est de un. De deux, il appliquera la politique du président de la République. Et s'il n'arrive pas à l'appliquer, la conséquence, c'est quoi? Nous aurons un chapelet de gouverneurs qui tombe en province, comme vous l'avez toujours vu. Et cette instabilité institutionnelle provinciale détruit la gouvernance des provinces. C'est une difficulté pour nos populations qui sont toujours en passe d'être en porte-à-faux entre la crise politique au sein des assemblées provinciales et la gestion du gouverneur qui assure le quotidien de la politique de cette assemblée et qui logiquement devrait émaner du président de la République. Raison pour laquelle nous proposons que nous ayons des gouverneurs nommés, mais sur consultation de la majorité de l'Assemblée provinciale par le président de la République. Donc, ce serait une solution. Élus, et le gouverneurs ne seront pas élus par les assemblées provinciales. Madame, si vous élisez un gouverneur... Non, je vous donne un exemple. De la démocratie. Non, madame, la démocratie est une valeur. Une réforme qui c'est un référent constructeur, mais la réalité de la gestion des États, c'est aussi une autre donne à prendre en considération. Regardez combien de crises nous avons eues dans les assemblées provinciales. Je peux vous citer Mbandaka, je peux vous citer le Maniema, je peux vous citer d'autres assemblées provinciales. Mais c'est dû à l'émission de l'exécutif central à la gestion, justement, ça, c'est ce que vous dites, et ça n'engage que vous. Mais moi, je vous parle de l'essence de la crise. Quelle est l'essence de la crise? Quel est son substratum? Quelle est l'essence? Mais ne pas vous aligner sur la politique du président de la République et de son gouvernement central. Mais les gouverneurs de province sont l'émanation des députés provinciaux qui, du reste, ne proviennent pas forcément de la démocratie. Raison de plus pour que l'on trouva une solution palliative qui permettrait qu'il y ait une stabilité des institutions provinciales par une application constructive et, comment dirais-je, synchronisée entre le président de la République et son représentant en province. Raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit, nous proposons que nous ayons des gouverneurs nommés par le président de la République le temps que les assemblées s'affermissent. Regardez-les, il y en a quelques-unes qui n'ont même pas d'endroit où se réunir. Vous le savez, madame, il y a des problèmes structurels, il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes de fonctionnalité. Nous voulons que ces assemblées provinciales s'affermissent, qu'elles soient maturées sur le plan structurel, parce que c'est très important, ça aidera énormément avec une réforme comme celle-là, qui n'est pas une réforme éternelle. Elle peut être revisitée et... Encore une fois de plus, je disais, ce sont des réformes provisoires. De gouvernance, ce sont des réformes provisoires. Vous les appelez provisoires, nous les appelons des réformes qui sont appelées à être à s'améliorer, provisoires. Mais qu'est-ce qui ne s'améliore pas? Je vous ai rencontré sur le plateau, vous n'étiez pas aussi jolie. Vous l'étiez, mais... Non, madame, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment ou... À vous de le faire. Moi, j'ai posé l'acte. Alors, je vous demande une chose, madame. Dites-moi, qu'est-ce que vous connaissez des États et qui assurent que rien ne peut changer? Tout se développe. Récapitulons. Selon la Code, il faut les députés provinciaux vont être élus, mais ils ne seront pas et ils ne pourront pas se choisir un gouverneur. C'est une réforme proposée pour la suite. Voilà, c'est pour la suite, c'est-à-dire en attendant 2024. En attendant que l'autorité de l'État soit rétablie sur l'ensemble du territoire, en attendant que nous puissions consolider les institutions provinciales du pays, en attendant que nous les dotions des structures utiles qui leur permettent d'être fonctionnelles et que la démocratie que nous avons d'essence
puissent mieux s'exprimer dans un nouveau contexte réformiste. C'est Au pas nom interdit. de quoi, Maître Bouanga, au Oui, nom de madame. quoi vous voulez concentrer un si grand pouvoir entre les mains du président de la République? Un si grand pouvoir. Bah oui, déjà qu'il a tellement de pouvoir dans notre pays, vous demandez encore à ce Mais qu'il puisse lorsqu'il nommer... lorsqu'il consulte La consultation n'a rien. l'Assemblée, La consultation, elle est vous différente estimez- d'une vous- élection, vous- parce vous- que l'élection, ça mais s'impose l'élection au n'est pas, président. non, madame, l'élection n'est pas une panacée. Mais On en a eu, élire on On peut en élire a un eu. président, mais on Oui. ne peut pas élire un gouverneur qui est le représentant du président. Nous proposons cette réforme, madame. C'est à vous de l'apprécier au regard À de ceux vos, qui nous suivent, c'est à vous de l'apprécier au politique, regard de votre approche sur des questions d'exercice Non, mais du on pouvoir aimerait bien démocratique. comprendre aussi. Non, Pourquoi madame. concentrer autant de pouvoir entre les mains du président si c'est né pour le rendre dictateur? Je vous ai donné d'abord le développement de ma démarche. Je vous l'ai rendu. Quel est le premier élément de base? L'environnement des assemblées provinciales est notablement crisique. Est-ce faux ou vrai? Notablement crisique. Nous en avons combien? Je vous l'ai donné avec des éléments précis et des exemples plus qu'illustratifs. Nous avons eu des crises dans combien d'assemblées provinciales qui ont retardé la mise en œuvre de la politique du gouvernement central dans les provinces? C'est là toute la maladie que Et nous donc avons. la solution, Attendez, madame. concentrant tout le pouvoir, Ça remettons le pouvoir entre ça les mains. pourrait nous aider efficacement à mettre en œuvre la libre administration des provinces, parce qu'en ce moment-là, nous aurons un développement un peu plus concentré et actif. Ça, c'est de deux. Nous pourrons avoir une projection sur une de nos réformes qui arrive, d'ailleurs, pour laquelle nous demandons encore un assouplissement en attendant la mise en œuvre de la caisse de péréquation qui viendrait de ce que le budget soit véritablement mis à la disposition des provinces. Au lieu des 40%, nous sollicitons que ce soit 20% et que ce soit pragmatique. Et plus tard, nous pourrons revenir à l'essentiel. On va terminer Oui. rapidement. Une dernière question par rapport à cette réforme. Donc, vous demandez à un président de nommer un gouverneur dans une assemblée provinciale où il Oui. n'est pas forcément majoritaire. Ce n'est pas ce que nous disons. Il peut être majoritaire comme il peut ne pas l'être. OK? Mais il doit nommer, c'est lui qui nomme. Ce serait intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous aiderait à avoir une politique plus réaliste dans la consolidation des structures À quoi provinciales. servirait alors une majorité au sein de l'Assemblée provinciale? Mais elle donnera un avis utile au chef de l'État. Un avis qui peut être refuté. Non, madame, vous voulez... Consultatif, vous avez Alors, dit. entre cela et, Qui n'est pas, qui et ne entre s'impose pas, cela d'ailleurs, c'est et un avis. gouverneur dont la politique est en opposition à la politique du président de la République, vous voulez une crise Mais pourquoi faire beaucoup des plus demi-réformes? vive? Non, ce ne sont pas des Mais demi-réformes. oui, Ça, parce c'est que votre la quantification. Constitution, elle Oui. est claire. Oui. Si on veut faire des réformes, révisons carrément tout. Oui, Dites mais que madame, peut-être que les députés peuvent commencer à être vous ne nommés. parlez pas d'une action, vous ne parlez pas d'une action qui aura lieu demain. Nous Mais- parlons de la projection d'une réforme après les Mais élections. on doit essayer de voir la faisabilité Mais de nous en cette ferons la lecture. réforme. Vous ne serez pas la, vous ne serez pas la seule au voix. regard de la Vous ne serez Constitution. pas la seule voix à On est l'apprécier. là justement pour éclairer les gens. Les uns et les Raison autres par pour rapport à laquelle ça. je vous dis que vous ne serez pas la seule à l'apprécier. Il y aura des élus dans les assemblées provinciales, dans l'Assemblée nationale qui vont les apprécier et même au Sénat. Mais Nous, ça ne nous nous faisons- empêche pas de nous poser certaines questions, Madame, de relever certaines incohérences quand même. Je dis ceci. Who dares wins, comme disent les Anglais. Qui ose vaincra. Nous tenons à cette réforme parce que nous estimons qu'elle peut être utile à la consolidation de la réalité de la gouvernance de province. Et je vous ai donné des arguments imparables pour lesquels vous ne m'avez pas donné de réponse. La réponse Parce à que toutes l'invité, c'est vous. Oui, raison de... La oui, journaliste, oui, c'est mais moi. dites-moi, N'attendez quelle pas est que la je vous solution donne- à toutes les N'attendez crises pas, c'est dans que- les assemblées provinciales? En tout cas, la C'est d'avoir question, un elle- gouverneur dont la politique s'oppose à celle du gouvernement central? Je ne pense pas. En tout cas, les politiques, la population, les Congolais vous suivent et ils pourront avoir leur avis voilà. par rapport à ça. Dernière réforme que j'ai répertoriée et que vous proposez, Je vous en c'est prie. par rapport à la nomination Mmh. des membres du gouvernement. Ils doivent Oui. être issus de l'Assemblée nationale. Non, sous un abord purement... Ils doivent être des élus. c'est ça. Sous un abord purement principiel, un peu, comme on dit, après une lecture comparée de ce qui se passe ici en Afrique,
nous avons vu que le dynamisme politique, dans le cadre de la gouvernance, s'est entendu sur des principes forts tels que la représentativité et la redevabilité. Il faut que ceux qui sont gouvernés, ceux qui sont représentés, se retrouvent à travers ceux qui ont reçu mandat d'eux. Et regardez, vous allez un peu partout en Afrique, vous verrez, Deputy Ministry. C'est toujours ça. Pourquoi? Parce qu'on estime que la population se reconnaît en ces personnes à qui elle a donné sa confiance. Ce n'est pas que ce soit un gouvernement entièrement d'élus, non. Mais substantiellement d'élus en termes de principe, parce que ça aide énormément à résoudre ces questions de représentativité et de redevabilité. Voilà la seule voie que mais vous savez, la crainte chez nous ici, c'est ça. C'est-à-dire, on dit, avec cette proposition, on dit, ouais, le papa va être député, la maman va être députée, ensuite il va devenir ministre, il laissera le poste de suppléant à son oncle, à sa tante. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire, certains voient dans cette proposition une façon pour ceux qui vont être élus d'assurer leurs arrières, au fait, avec les membres de famille et consorts. C'est une assertion sociologique. Ça peut être qui n'est pas fausse. Non. Ça peut être d'abord légitimement les membres de parti, parce que qui sont dans le combat de la gestion des institutions. Donc je crains que l'on ne soit en dehors de la voie sur cette approche. Moi, je ne la partage pas. Je respecte vos convictions, mais je pense qu'il faudrait que l'on arrive à intérioriser, à capter la nécessité de la question de la responsabilité, de la représentativité et de la redevabilité, ce qui entend une aptitude à rendre simplement compte à ceux qui nous ont donné mandat. Et la responsabilité relève également de ceux qui sont appelés à choisir. Vous devez savoir qui vous choisissez, qu'à qui sont suppléants, tout ce monde. Qu'à cela ne tienne, vous voyez que nous soumettons ceux qui ont reçu mandat à rendre compte, comme il se doit, et avec aptitude, à ceux qui leur ont donné mandat. Maître Bouanga, on va terminer cette émission. C'est toujours un plaisir d'échanger. On termine cette émission. Je me rappelle à l'époque, CDR avec Jean-Lucien Boussa avait cette ambition présidentielle qui apparemment est revue à la baisse ou qui a disparu. Non, je crois qu'il faut contextualiser chaque projection. Je crois qu'à l'heure actuelle... il est bien en tant que ministre. À l'heure actuelle, le président de la République est le centre de notre projection dans le cadre de l'action électorale. Il est passé où l'ambition de Boussa d'être président? Toutes les ambitions ne s'exercent pas au même moment. Nous avons un partenaire qui est le chef de l'État et nous lui avons donné les assurances de notre volonté de l'accompagner. Si plus tard, il vide ce postulat, des relectures peuvent être faites. Mais là, nous sommes avec lui et nous irons avec lui jusqu'au bout parce que nous croyons en son action et à sa vision. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est mien, madame. On remercie les téléspectateurs, très nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission. Vous pouvez nous suivre également sur nos différentes plateformes. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Prenez soin de vous.